Bien bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, deuxième de la série portant sur les régimes politiques démocratiques, j'aborderai les régimes parlementaires. La notion de séparation des pouvoirs va éclairer la distinction moderne que l'on peut faire entre les régimes parlementaires d'un côté et puis les régimes dits présidentiels et régimes mixtes de l'autre. Commençons donc par ces régimes parlementaires. Les caractéristiques de ceux-ci sont les suivantes. Le gouvernement est responsable devant le Parlement, c'est-à-dire devant l'exécutif. Mais la caractéristique fondamentale des régimes parlementaires, c'est que cette séparation des pouvoirs est particulièrement souple. Elle repose sur un ensemble de mécanismes comme la collaboration, l'influence et encore le contrôle réciproque. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui lui est élu au suffrage universel et qui va voter la loi, tandis que le pouvoir exécutif dispose des moyens d'exercer la responsabilité gouvernementale, pouvoir réglementaire, direction de l'administration. Le gouvernement est ainsi donc responsable devant le Parlement, comme je vous le disais, et il est contrôlé par lui, par le biais de commissions, mais également, dans certains pays, par ce que l'on appelle les questions au gouvernement. En cas de désaccord, le gouvernement prend l'initiative de poser la question de confiance. Ou le Parlement, celle de censurer le gouvernement. La contrepartie de cette responsabilité peut être l'attribution d'un droit de dissolution de la Chambre élue au suffrage universel, afin que de nouvelles élections puissent apporter une majorité au Parlement pour le gouvernement. D'autres mécanismes permettent de garantir cette collaboration, en particulier grâce à des interventions du gouvernement dans la procédure législative. Le gouvernement peut en effet être à l'initiative des lois, mais également fixer l'ordre du jour du Parlement. Commençons tout d'abord par nous intéresser à l'exécutif. Généralement, l'exécutif, dans un régime parlementaire, est dit bicéphale. Bicéphale car on va trouver à sa tête un chef de l'État, et on va trouver un chef de gouvernement à ses côtés. Le chef de l'État, son autre nom peut être président, ça peut être roi, ça peut être un empereur, comme au Japon. On va souvent faire une distinction entre un chef de l'État exécutif et un chef de l'État non exécutif. On va voir ça dans quelques instants. Le chef de gouvernement, lui, peut prendre des noms divers, suivant les pays, suivant la tradition. Ainsi, on parlera de Premier ministre en Angleterre, par exemple, ou encore en Belgique, ou encore sous la 3e et la 4e République en France. On parlera de chancelier, cette fois-ci, pour l'Allemagne ou l'Autriche. Ou encore, on parlera de ministre-président en Bulgarie ou en Hongrie. Le terme ministre d'État permettra également de désigner le chef du gouvernement. C'est le cas dans les pays scandinaves, comme la Norvège, comme la Suède également. Et puis on va trouver également le titre de président du gouvernement dans des pays comme l'Espagne ou la Russie. Voici quelques exemples. Et puis également, bien sûr, on trouve le terme de président du Conseil, très en place sous la 4e République en France, par exemple. Le chef de l'État, eh bien, quant à lui, est rarement connu dans les régimes parlementaires. Ses pouvoirs sont plutôt assez faibles. Je vais prendre le cas de l'Allemagne, par exemple. Tout le monde a entendu parler du chancelier fédéral Olaf Scholz, qui dispose des pouvoirs concrets de l'exécutif. Par contre, très très peu d'entre nous entendons parler du président de la République, qui est Franz-Walter Steinmeier, président depuis maintenant plus de 5 ans. Très très peu connu, pas simplement parce que ses prérogatives sont plutôt assez faibles
faut pas dire inexistante. En effet, le président en Allemagne est certes le chef d'État de la République fédérale d'Allemagne, mais à côté de ça, eh bien, c'est une charge essentiellement honorifique, parce qu'en effet, le président fédéral, d'une manière générale, est avant tout considéré comme une figure morale, un garant des institutions du pays. Il va ainsi être celui qui promulgue les lois, signe les traités, et va proposer la candidature lorsqu'il y a un changement de chancelier. Mais ses prérogatives s'arrêtent là, il n'a pas d'initiative, il a plutôt un pouvoir de signature. Il est élu pour 5 ans et peut éventuellement prolonger d'une durée équivalente par un second mandat sa législature. Olaf Scholz, lui, bien sûr, dispose de tous les pouvoirs administratifs, exécutifs de sa fonction. On va retrouver quelque chose de très similaire en Italie, où très peu de personnes connaissent Sergio Mattarella, le président de la République, pourtant élu depuis 2015, alors que tout le monde entend parler de la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, nouvellement élue. On peut reprendre de nombreux exemples. Par exemple, l'empereur du Japon est purement honorifique. Il n'a strictement aucun pouvoir exécutif au sein du gouvernement. L'exécutif, eh bien, peut être dit soit dualiste, soit moniste. Commençons tout d'abord par nous intéresser à l'approche dite dualiste de l'exécutif. C'est une très vieille notion qui a quasiment disparu aujourd'hui des régimes parlementaires. Tout repose bien sûr sur cette approche bicéphale de l'exécutif. Dans cette approche, eh bien, on va trouver un chef du gouvernement qui va être responsable à la fois devant le chef d'État, mais également devant le Parlement. Double responsabilité. On est là face à un régime qu'on a bien connu lors de la monarchie de Juillet en France, de 1830 à 1848, Louis-Philippe étant le monarque lors de cette monarchie de Juillet, et puis de son président du Conseil, Casimir Perier, qui va être dans cette fonction de président du Conseil de 1831 à la fin du régime en 1848. De la même manière, en Angleterre, on va avoir un régime parlementaire à l'exécutif dualiste de 1792 à 1834. C'est une forme d'exécutif qui était très importante puisqu'elle a fait le lien, elle était l'étape indispensable entre le passage d'une royauté absolue à un gouvernement qui assure la souveraineté du peuple. Néanmoins, cette forme dualiste a trouvé très rapidement ses limites, dans le sens où cela imposait que le chef du gouvernement, le Parlement, comme le chef de l'État, devaient être de la même couleur politique, autrement le système très rapidement se grippait, se bloquait. Cela a pu fonctionner sous la monarchie de Juillet, lorsque Casimir Perier avait une majorité au Parlement, et que ce même Casimir Perier était extrêmement proche des idées de Louis-Philippe, ce que le prédécesseur de Casimir Perier n'était pas tout à fait, ce qui lui a valu de très nombreux problèmes, puisque Louis-Philippe pouvait prendre des décisions sans que Casimir Perier soit au courant, et surtout sans que cette décision-là soit celle qu'il aurait prise lui-même. Donc ce qui faisait que cette dualité à la tête de l'État était non seulement conflictuelle, mais en plus très souvent bloquée, dysfonctionnait fortement. On a alors un remplacement qui s'est fait à partir des années 1830 à 1850, où la plus grande partie des régimes parlementaires a été assurée, cette fois-ci, par un exécutif certes bicéphale, mais que l'on dit moniste. L'exemple type, l'exemple anglais, à partir de 1800. Ainsi, le pouvoir exécutif a bien deux têtes. Si je prends le cas anglais actuel,
vous retrouvez le chef d'État qui est le roi Charles III, qui a avant tout des fonctions honorifiques. Et vous avez un gouvernement avec à sa tête un Premier ministre qui est Rishi Sunak, accompagné d'un ensemble de ministres. Le pouvoir exécutif, lui, est assuré par le Parlement composé de deux chambres, une chambre des lords et une chambre des communes. La chambre des lords est élue au suffrage universel par les électeurs anglais. La chambre des lords, elle, pour une part, est composée de pairs héréditaires du royaume et pour part de lords qui sont nommés à vie par le chef de l'État, le roi Charles. Ça peut être des hommes politiques, des industriels, des gens issus du monde culturel. Et puis à côté de ça, vous avez également des lords qui représentent les pontifes de l'Église anglicane. La Chambre des communes va entériner la candidature d'un Premier ministre. Ce Premier ministre, contrôlé par la Chambre des communes, doit rendre compte à celle-ci et est à l'initiative également des lois et du calendrier législatif. Voilà dans les grandes lignes le fonctionnement de cet exécutif bicéphale moniste britannique.